Je vous propose que nous ayons une discussion d'actualité sur deux sujets essentiels. Un habituel qui concerne la rentrée scolaire, puisqu'il y a cette rentrée qui s'est déroulée et Philippe Darrieulat pourra nous en donner les principaux éléments. Et un, bien sûr, d'actualité plus brûlante maintenant, qui concerne la situation des réfugiés en France, bien sûr, enfin en Europe, en France, à Paris, et plus particulièrement dans le 18e. J'aurai l'occasion de m'exprimer dans ce débat, bien sûr, mais peut-être que pour faire un premier point sur cette question, je vais laisser la parole à Gérald Briand. Merci, Monsieur le maire. Donc, je pense que tout le monde connaît un petit peu la situation, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire une situation grave du point de vue des réfugiés, du point de vue des guerres, des conflits, qui font qu'aujourd'hui, nombre de personnes se trouvent sur les routes et sont obligées, à leur corps défendant, de pouvoir, pour survivre, changer de pays, changer de vie. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui, pour remonter à avoir un parallèle, ça serait, faudrait peut-être revenir jusqu'à la Seconde Guerre mondiale pour avoir une idée et de l'intensité du phénomène auquel on est soumis. Donc une situation grave qui re-questionne l'accueil, de comment font les réfugiés, qui re-questionne les institutions, l'OFPRA, l'État, les municipalités, même si évidemment, vous le savez tous, la question de l'accueil des réfugiés est une prérogative de l'État français, qui interroge aussi l'Europe sur quelle doit être sa réflexion, comment elle peut digérer, comment elle peut, je dirais, apprécier, aider et faire notre solidarité. Donc c'est ce contexte-là qui est lourd et difficile. C'est aussi un contexte qui, on peut le regarder d'une certaine manière, peut avoir aussi des côtés plutôt réjouissants, au sens de voir cette formidable solidarité qui s'est affichée avec ces gens qui ont dit oui, bienvenue, les banderoles Welcome Refugees, des formidables témoignages de solidarité qui font du bien, qui montrent que, voilà, que face à ces drames terribles, je ne reviens pas évidemment sur les images que vous avez en tête, mais il y a aussi des gens qui se lèvent, qui se dressent et qui avancent. Donc nous, sur la question des réfugiés, pour réatterrir sur le 18e arrondissement, c'est une question sur laquelle, vous le savez bien, on est au plein cœur du sujet. Ça a été l'objet d'un vœu commun déposé par Europe Écologie et le Front de Gauche, qui a ensuite été voté par l'ensemble de cette majorité et qui a été porté après au Conseil de Paris, sur la décision d'avoir des lieux d'accueil sur le 18e. Aujourd'hui, la maire de Paris a décidé d'aller de plus en avant, a fait des annonces de 7 structures, dont une pour femmes, qui vont bientôt ouvrir. On est aujourd'hui, et la ville de Paris, moi je m'en félicite, et je salue l'effort de la maire, on est en train d'essayer tout ce qui est possible dans l'intercalaire de la ville pour pouvoir arriver à des solutions. Je le dis aussi, malheureusement, ça risque de ne pas régler parce que devant l'afflux, il y a ceux qui sont aujourd'hui sur le territoire et ceux qui vont arriver. Donc, c'est pas fini et on est sur une gestion au long cours. Dans le 18e arrondissement a bénéficié, depuis le mois de juin, pour ces campements, de l'essentiel des efforts de la mairie de Paris et de l'État, pour ce qui concerne le territoire parisien. Nous avons eu 5 prises en charge successives de juin à partir de Gessin. Enfin, vous connaissez la liste, donc je vais faire court. Donc, aujourd'hui, nous avons un campement qui est devant la mairie, qui s'est structuré suite à la prise en charge de Gessin. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, mais à Gessin, donc c'est juste près de la Chapelle, un square. Quand nous étions passés la veille de la prise en charge, nous étions à 80 personnes et la ville a pris le lendemain matin 123 personnes, dont 9 femmes, plus 16 en plus personnes qu'on a pu trouver dans la journée. Donc ça a été une prise en charge
qui a dépassé celle de Gessin. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il y a d'autres personnes qui étaient de différents campements, d'Austerlitz notamment, Méduis et Jean Carré, et puis d'autres. On ne connaît pas la provenance de tout le monde, qui ensuite, eux, ont voulu aussi bénéficier. Et puis à un moment, la ville n'a pas pu répondre parce que ça. Et donc, un nouveau campement s'est créé dans le 18e pour aussi demander ce qui est tout à fait légitime, c'est-à-dire une prise en charge pour des gens qui sont réfugiés et pour qui le droit international les protège. Donc aujourd'hui, nous, c'est encore dans le 18e. Voilà, c'est encore dans le 18e qu'il y a des campements. Donc bon, c'est aussi parce qu'on fait beaucoup, je pense, dans le 18e, que les gens ils viennent spontanément vers nous pour que ça fasse. On va continuer à faire. Ce que je dis quand même, c'est qu'il faut qu'aujourd'hui, il faut que les choses soient mieux organisées et que l'aide profite à tous. On a un campement qui est dans le 13e arrondissement, à Austerlitz, où aujourd'hui il y a plus de 400 personnes. Et pour la majorité d'entre eux, ce sont des gens qui attendent depuis une année. Il faut, et moi je le dis comme élu du 18e, donc je le dis très clairement, que les gens qui sont là-bas, et que ça fait trop longtemps qu'ils soient là, soient pris en priorité. Ce que j'espère, et ce qu'on a comme indication, parce qu'on est vraiment en train de remuer ciel et terre pour pouvoir trouver dans l'intercalaire de la ville, parce que c'est quand même dans Paris qu'on cherche. Il y a d'autres municipalités qui font des offres, mais pour l'instant, en termes d'aide, ça a du mal à atterrir pour nous aider de ce point de vue-là. J'espère que quand on va pouvoir prendre en charge Austerlitz, dans le même moment, on va pouvoir prendre le 18e. Mais je suis vraiment attaché à qu'aujourd'hui, on arrive à pouvoir organiser et faire que tout le monde puisse bénéficier et soit à égalité devant leur accès au droit. Donc c'est pour ça qu'on vous propose un vœu que nous avons rédigé, qui demande une prise en charge de tous, qui demande aussi et qui dit que le 18e est prêt à accueillir, on a mis dans le nord de Paris, mais on pense qu'aujourd'hui, pour être judicieux et pour que ça soit vraiment, qu'on colle le plus au réel, il faut être, c'est-à-dire près des gares, parce qu'on s'est aperçu que les campements, de toute façon, ils étaient près des gares, donc il faut d'une certaine manière pouvoir avoir des sas d'accueil pour pouvoir aller ensuite dans des hébergements, je pense donc à Gare du Nord évidemment, mais je pense à Austerlitz, Gare de Lyon, enfin voilà, il faut que quelque chose soit cohérent. C'est l'idée un petit peu qui commence à être mise en place. Donc nous, on propose, en plus d'avancer vers la démarche qu'on a eue en juin et un peu de préciser les choses pour avancer et pour surtout, je dirais, vous connaissez le caractère urgent de la situation, aller de plus en plus vite. Donc ce que j'espère et ce que je pense, c'est que d'une certaine manière, on va arriver là sur les campements d'Austerlitz, je pense aussi du 18e, si on arrive à bien apprécier, à bien prendre en charge tout le monde dans le 13e arrondissement, à pouvoir arriver à une situation positive sur le 18e. Ce que je sais aussi, et comme ça va être la 6e prise en charge, il y aura d'autres campements. Je le dis tout de suite parce qu'il ne faut pas se dire que quand on aura pris en charge Austerlitz et le 18e, la situation sera réglée. Non, elle ne sera pas réglée. Elle ne sera pas réglée, c'est-à-dire qu'on se retrouvera encore à être obligé de chercher dans l'urgence, avec en plus une situation qu'il faut aussi prendre avec l'hiver et avec aussi, je dirais, il faut que d'une certaine partie, la ville et l'État ne prennent pas sur les autres publics qu'on accueille, c'est-à-dire les publics plus qui sont SDF ou familles seules ou ceux qui sont amis locaux. Donc en plus, il faut pas jouer la concurrence entre les publics. Donc il faut qu'il y ait une offre qui soit d'une certaine manière capable d'accueillir tout le monde. Donc ça va continuer à être difficile. Je crois que ce qui est important, c'est la mobilisation de tous, la mobilisation des citoyens qui font qu'aujourd'hui cette situation d'urgence disent qu'il faut des moyens exceptionnels. C'est pour ça aussi que je dis que les annonces, par exemple, mais bon, c'est partie de la couleur de ce que je dis, mais qui ont été annoncées par le ministre de l'Intérieur, pour moi, 1 000 € par personne, ces 24 millions qui sont débloqués, sont insuffisantes et ne suffiront pas.
très clairement, par rapport aux besoins et à la crise dans laquelle on est. Donc, d'une certaine manière, de toute façon, il faudra encore plus de moyens, il faudra imaginer des solutions innovantes dans l'intercalaire de la ville ou sur des terrains de l'État, de manière à pouvoir, je dirais, prendre en charge tout le monde. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. On a fait beaucoup, mais nous ne sommes qu'au début. Merci beaucoup Gérald pour toutes ces informations. Avant de moi-même prendre la parole, je vais la donner à ceux qui la souhaitent. Donc Yann Brossard, Loïc Lorenzini, Pierre-Yves Bournazel. D'abord dire qu'évidemment j'abonde dans le sens de ce que vient de dire Gérald Briand. Dire aussi une chose, nous avons un devoir de solidarité à l'égard de ces réfugiés qui sont arrivés en France, et je crois qu'on peut être collectivement fiers aussi de l'engagement, de la mobilisation des habitants du 18e. Dans le même temps, je voudrais dire une chose, cet effort que nous faisons et que fait la ville de Paris, il n'est accepté par les populations qu'à la condition qu'il soit justement réparti à l'échelle des territoires. Ça vaut à l'échelle de Paris comme ça vaut à l'échelle de l'Île-de-France. Parce qu'on entend beaucoup, sont beaucoup braqués sur Paris. Mais regardons quand même. Paris, c'est 4 places d'hébergement pour 1000 habitants. Les Hauts-de-Seine, c'est 1 place d'hébergement pour 1000 habitants. C'est-à-dire que proportionnellement, Paris fait 4 fois plus que les Hauts-de-Seine. Et donc, oui, il nous faut augmenter globalement nos capacités d'hébergement. Il faut dans le même temps le faire partout. Il faut le faire à Paris, et nous faisons des efforts considérables puisque nous accueillons déjà 1450 réfugiés. La maire de Paris a annoncé 700 hébergements supplémentaires, soit 450 places supplémentaires. Dans le même temps, si on veut sortir de la situation dans laquelle on est, il faut que tous les départements s'y mettent. Et je crois que l'État doit veiller à une juste répartition de l'effort, parce qu'il n'y a que comme ça que nous parviendrons à sortir de la difficulté dans laquelle nous sommes et à trouver des solutions dignes pour l'ensemble de ceux qui arrivent en France pour chercher un abri. Merci. Loïc Lorenzini. Oui, merci Monsieur le maire. Je vais être assez court après ce qui vient d'être dit. Effectivement, on est face à une situation qui est dramatique. On est face à une situation qui nous rend tous, j'imagine, très tristes, parce que si je me concentre juste sur ce qui se passe là actuellement devant la mairie du 18e, je crois qu'on est tous un petit peu déçus quand même de voir la façon dont ça se passe. Et même si effectivement il y aura je l'espère, des solutions imminentes en termes d'hébergement, il ne faut pas oublier que depuis 10 jours, on a des personnes qui sont dehors, sous la pluie, dans des conditions qui ne sont pas vraiment acceptables. Et qu'il est important aussi, nous, en tant qu'élus locaux, de le dire. Et même si la situation est très difficile, même si on est face à un phénomène effectivement un peu inédit dans l'histoire récente, j'ai la sensation quand même qu'en termes de moyens logistiques, peut-être que nous aurions pu et nous pourrions faire encore un peu mieux de ce qui est fait. Je suis content. Il ne s'agit pas ici d'avoir... On n'est pas dans un meeting, d'une part, et d'autre part, on ne délibère pas sous la contrainte. Donc je demande au public, comme c'est normal, de rester à sa place, c'est-à-dire en public. Pas par moi. Loïc Lorenzini, seul a la parole. Donc, voilà, je pense que c'était important de le dire. Ça a été dit. Il y a d'autres lieux, d'autres endroits sur lesquels on pourra revenir là-dessus. Mais en tout cas, nous, élus écologistes, depuis maintenant plusieurs mois, avec la majorité, effectivement, nous essayons d'apporter les solutions avec l'État et avec la Ville de Paris, les solutions que l'État veut bien justement nous donner. Mais après les annonces qui ont été faites par Mme Anne Hidalgo la semaine dernière, nous serons très 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 vigilants justement à la mise en place concrète sur le terrain de ces moyens logistiques. Parce que, je le répète, avant le logement, il y a la mise en sécurité de ces populations qui sont quand même laissées pour certains à l'abandon, à la merci d'un certain nombre de personnes qui sont malfaisantes. Donc la première chose aussi, à mon avis, de l'État français, c'est de tenir à la sécurité de ces personnes-là, et c'est la première demande des réfugiés. C'est important de le dire, c'est important de le répéter. Il y a certes le besoin de logement, mais il y a tout ce qui va avant. Je me permets d'insister là-dessus parce que ça commence par là. Ensuite, sur le vœu,
nous, on a souhaité effectivement, sur une question aussi compliquée, d'atterrir ensemble sur un vœu de la majorité pour bien montrer notre sens des responsabilités. Nous espérons que rapidement, il va y avoir un lieu d'ouvert dans le 18e, ou en tout cas dans la proximité. C'est notre souhait premier, nous le réaffirmons. J'espère que, et d'ailleurs, dans le vœu, c'est ce qu'il y a noté, si je ne me trompe pas. Je reprendrai aussi ce que vient de dire Gérald. Des campements, il risque d'en avoir d'autres, il y en aura certainement d'autres. Comment nous nous y préparons? C'est une question que je repose ouvertement à l'ensemble de la majorité et à l'ensemble des partis de cette salle. Comment on anticipe aussi les prochains campements et comment on fait qu'on puisse accueillir dans de bonnes conditions les prochains réfugiés qui arriveront sur notre territoire. Voilà, je suis très ému, j'en dirai pas plus, mais je crois que c'était quand même important de le rappeler. Je vous remercie. Merci. Pierre-Yves Bournazel. Merci, monsieur le maire. C'est un sujet très complexe qui touche à la vie et à la mort d'hommes, de femmes, d'enfants qui fuient la guerre. Mais je voudrais qu'on puisse se mettre d'accord sur les mots. Un réfugié, c'est quelqu'un qui fuit la guerre, qui fuit la mort. Nous avons connu ça sur le sol européen. Nous savons le lourd tribut que nous avons payé de la guerre. Je le précise parce que un réfugié, ce n'est pas un migrant économique. Ce sont deux sujets extrêmement différents. Or, dans le vœu que je viens de lire, on ne sait pas si on parle des réfugiés qui fuient la guerre et la mort actuellement, ou si on parle au sens large des migrants. Ce sont deux sujets différents qu'il faut pouvoir aborder de manière extrêmement claire. Car si l'on veut, je souhaite pouvoir m'exprimer en démocratie, je respecte votre avis, je demande juste que le mien soit respecté, voilà, tout simplement, calmement et sereinement. Voilà. Le respect, ça marche dans les deux sens. Respecter la loi. Voilà. Et public. Alors, je souhaite dire cela parce que ça me semble essentiel, car si on veut que les réfugiés qui fuient la guerre, Syrie notamment, puissent être accueillis dans des conditions décentes que l'on doit à ces hommes et à ces femmes, eh bien, pour les accueillir dignement et efficacement, il faut savoir qu'ils sont bien réfugiés et qu'ils fuient bien la guerre. Il ne faut pas se tromper, car, monsieur le maire, nous parlons. Monsieur le maire, soit je parle tranquillement, soit ce conseil ne pourra pas se tenir. C'est moi qui ai la police de l'Assemblée, donc vous allez me. C'est pas lui qui est pas. Finalement, vos interventions sont presque plus perturbantes que celles du public, monsieur Honoré. Monsieur Bournazel, seul a la parole. Voilà. On est dans une démocratie, je respecte votre opinion, je vous le dis encore une fois, vous avez le droit d'avoir une opinion, elle est tout à fait respectable, elle vous engage. La mienne peut être différente, je vous demande simplement qu'elle puisse être respectée. La démocratie, c'est la possibilité de confronter les opinions. Je ne dis pas que vous avez raison et que j'ai raison, mais je vous demande simplement de l'entendre sans être muet ou sans être pris à partie. On n'est pas en dialogue avec le public. Non, mais je réponds simplement. On est en discussion et je vous remercie de finir votre intervention. Monsieur Honoré, si vous continuez comme ça va devenir très vite très pénible. Bon, je voudrais parler. Alors, vous me laissez parler à droite et à gauche. Merci beaucoup. Donc, je veux dire effectivement que dire que ce sont des réfugiés qui fuient la guerre, ce n'est pas la même chose que la migration économique. Car si on veut mener une politique publique efficace vis-à-vis de ces réfugiés-là, alors il faut bien savoir qu'ils sont réfugiés politiques. Et d'ailleurs, il faudra bien avoir une harmonisation européenne, à la fois du droit d'asile et pour protéger aussi les frontières et donner des moyens à Frontex de protéger les frontières et de faire rentrer notamment celles et ceux qui fuient la guerre et pouvoir dire à un certain nombre de migrants économiques qui n'ont pas vocation à rentrer sur le sol européen. Je voudrais aussi vous interroger, et en profiter, interroger le gouvernement sur ce qu'il fait contre les réseaux, les filières et les mafias qui exploitent la misère humaine. Quels sont les résultats qui ont été obtenus pour démanteler ces gens qui se font du fric? Je voudrais aussi, s'il est possible de l'aborder, dire qu'il faut s'attaquer peut-être aux racines du mal, que évidemment ça nous dépasse, mais ça nous intéresse et ça nous interpelle. Évidemment, d'interpeller le gouvernement sur ce qu'il compte faire pour s'attaquer aux racines du mal, car ces Syriens qui fuient la guerre, qu'est-ce qu'ils fuient? Ils fuient Daesh. Daesh, oui, c'est la guerre. Daesh, c'est une riposte appropriée qu'il faut contre Daesh.
parce que les milliers, les dizaines de milliers, voire les centaines de milliers de réfugiés qui fuient la guerre pourraient être bientôt des millions. Et donc il faut peut-être s'intéresser aux causes de leur départ. Et c'est Daesh. Et donc je voudrais savoir, à travers vous, quelles sont les positions du gouvernement sur les bombardements à effectuer en Syrie contre les troupes de Daesh, et évoquer un sujet absolument essentiel qui est l'intervention au sol. Car moi, ça ne me fait pas rire ce sujet. Car dans quelques années, je ne voudrais pas qu'on dise « si on avait su », si on avait compris plus tôt, si on avait été moins lâche et plus courageux dans l'intérêt général. Et donc je crois qu'aujourd'hui se pose sincèrement, comme citoyen éclairé, la question de l'éradication de Daesh et des moyens d'une coalition internationale pour empêcher de nuire ces personnes, car c'est ça, s'attaquer aux causes du mal. Ensuite, je voudrais évoquer la coopération qu'il faut mener et le partenariat euro-méditerranéen, car on voit bien que nous avons des choses à faire ensemble, à la fois pour lutter contre les réseaux, à la fois pour une intervention militaire et à la fois aussi pour travailler sur la coopération, notamment sur tout ce qui est la migration économique, pour permettre le développement d'un certain nombre de migrants dans leur pays d'origine. Oui, on pourrait s'interroger sur la politique de la France et la politique de l'Europe en matière de coopération. Aujourd'hui, on entend M. Borloo, M. Bolloré faire des propositions et agir concrètement pour la coopération, mais on ne voit plus quelle est la politique de coopération de la France et de l'Europe pour l'accès à la nourriture, pour l'accès à l'eau, pour l'accès à la formation, pour l'accès à l'école dans un certain nombre de pays. Et puis, je voudrais vous interroger maintenant, pour ce qui vous intéresse directement, Monsieur le maire, sur le 18e. Dans le 18e arrondissement, nous avons connu depuis de longs mois la présence de migrants au sens large, des réfugiés politiques, de la migration économique, à commencer sous le métro aérien La Chapelle. Ça a duré des mois. Ils ont vécu dans des conditions indignes. Indignes d'abord pour eux et indignes de Paris et de la France. Puis, le préfet de police a procédé à l'évacuation de ce lieu. Nous avons retrouvé des migrants à la Alpajol, le square Gessin. Aujourd'hui, devant la mairie du 18e. Depuis 2 jours, ces personnes vivent dans des conditions indignes et les riverains, oui, les riverains, il faut prononcer leurs mots, leurs noms, les riverains s'inquiètent de ce qu'il se passe et de la durée de la situation. Quelles sont les actions qui ont été menées vis-à-vis à la fois de la préfecture de police, des services sociaux, des associations, afin de permettre à ces personnes de trouver des lieux décents pour pouvoir dormir, pour pouvoir manger et pour permettre à chaque riverain et à notre quartier de retrouver la tranquillité qu'il mérite. Voilà, je vous remercie. Merci. Calabridier. Merci, Monsieur le maire. Pour être très précise sur ce que la majorité autour de cette table porte relativement à l'hébergement et à l'accueil des réfugiés, il s'agit bien d'un accueil inconditionnel de tous les réfugiés, sans distinction. Et je voudrais aussi préciser à M. Bournazel ici que sur les 1450 réfugiés qui ont été accueillis et qui ont fait l'objet d'un enregistrement à ce jour pour les procédures d'asile, il s'agit de la quasi-totalité. Donc ne venons pas commencer à distinguer les uns et les autres. Il y a une urgence, nous avons une grande responsabilité. J'espère que nous ne connaîtrons plus de campement et assez rapidement, au vu de toutes les annonces qui ont été faites et par la maire de Paris et par le président de la République, j'espère que nous ne connaîtrons plus de campement dans le 18e arrondissement ni ailleurs. Et effectivement, il faut d'abord s'occuper de trouver une solution pérenne à ceux qui aujourd'hui dorment dans la rue. Mais l'objectif de ce vœu, et ce qui est dans la continuité des différentes interventions que nous avons pu faire les uns et les autres depuis le printemps dernier, c'est bien de créer des solutions pérennes dans le temps et pour tous. Merci. Je vais dire quelques mots avant de
proposer à Gérald, s'il le souhaite, de donner quelques éléments supplémentaires sur le vœu, mais quelques mots quand même. On peut traiter cette question à tous les étages, parler de la situation internationale, de ce qui se passe en Syrie avec Daesh, mais aussi autour de la politique criminelle de Bachar el-Assad, que j'imagine personne ne soutient ici, et puis de la difficulté qu'a eu la communauté internationale à se mobiliser quand il a été question, notamment après que Bachar el-Assad fasse usage d'armes chimiques, d'intervenir, il y a plusieurs années maintenant, dans ce conflit, et la France était bien seule à proposer cette réflexion. Qu'est-ce que ça aurait donné? Nul ne le sait. Mais en réalité, la France a été seule, et il me semble qu'on peut tous admettre qu'une intervention isolée de la France dans ces conditions-là aurait été compliquée. Puis il n'y a pas que la Syrie. Les migrants, pour la plus grande part, ceux qui étaient dans la rue dans le 18e, ceux qui ont trouvé un hébergement, les 1450 dont on parlait, mais ceux aussi aujourd'hui qui sont encore dans le 18e, pour la très grande majorité, ne viennent pas de Syrie. D'Érythrée, du Soudan, parfois de la Somalie, mais pas de la Syrie. Et là aussi, la politique internationale de la France en tant que telle n'est pas en cause, mais bien la nature des régimes sur place. Et là encore, il est facile de demander des comptes à la France, ou à la France seule, mais on n'est pas seul. Et d'ailleurs, peut-être que si d'autres pays européens faisaient autant que la France pour servir la sécurité internationale, si d'autres pays européens faisaient autant que la France, notamment en termes budgétaires, pour être en capacité d'intervenir sur un certain nombre de territoires, comme nous l'avons fait au Mali, alors peut-être que l'Europe aurait aussi plus de capacité à être crédible sur ces questions. Et le débat éternel sur le montant, le budget que la France consacre à ses armées, il doit aussi être pensé dans cette dimension-là, et notamment dans la dimension de tout ce que fait la France, que ne fait pas l'Europe. Mais nous sommes l'Amérique du XVIIIe. On pourrait aussi poser la question de la politique européenne, celle de nos voisins immédiats, celle de nos voisins plus lointains, qui d'ailleurs avaient eux aussi bénéficié, il n'y a pas si longtemps que ça, de la solidarité du reste de l'Europe et qui aujourd'hui voudraient s'en exonérer. Et c'est vrai que les discussions européennes, notamment sur l'accueil des réfugiés, sont beaucoup trop longues. Et en même temps, il faut que chaque État soit devant ses responsabilités. Parce que moi, quand j'entends un certain nombre de responsables européens qui disent que nous, non, on ne prendra pas de réfugiés, mais si vous voulez, on est d'accord pour payer des amendes, moi, ça me choque. Moi, je pense que ce n'est pas le sens du projet européen que porte la France et que portent d'autres pays que la France. Et puis, on voit bien toutes les difficultés réelles auxquelles ont à faire face tous les pays, parce qu'on parle de la situation à Paris, mais il y a plusieurs mois déjà, la maire de Paris faisait état des discussions qu'elle a eues avec le maire de Rome ou avec le maire d'Athènes, qui eux aussi sont soumis à une situation particulièrement difficile et qui eux aussi ont à faire face à des situations qui nous heurtent sur le plan humain ou sur le plan des principes et auxquelles eux aussi ont du mal à faire face, parce que c'est vrai, Gérald Briand l'a dit, nous sommes face à une situation qui est inédite depuis de très nombreuses années. Et finalement, l'engagement assez récent d'autres pays européens, et notamment de l'Allemagne, qu'il faut saluer, est une bonne nouvelle, et est aussi une bonne nouvelle pour nous dans le 18e, puisque la capacité que nous aurons à répartir sur le territoire européen ceux qui ont à être protégés par l'Europe sera un élément qui, dans la réalité, nous permettra de résoudre cette crise. Et puis, il y a la situation en France, à Paris, pas qu'à Paris, depuis très longtemps, à Calais, depuis d'ailleurs qu'il a été décidé de fermer le centre qui accueillait, dans de très mauvaises conditions, je n'en doute pas, mais qui accueillait un certain nombre de réfugiés à Sangatte et qui n'a pas pris fin avec la fermeture de ce centre. Et c'est dire si cela nous ramène à quelques années. Mais c'est vrai que le phénomène n'était pas aussi massif. Et il y a les évolutions législatives qui ont eu lieu, qui, pour moi, sont aussi un élément d'espoir. La loi sur l'asile qui a été votée, qui doit nous permettre qui doit permettre à l'État, c'est la responsabilité de l'État, qui doit permettre à l'État d'être plus efficace dans le traitement des demandes légitimes et à l'ensemble des collectivités locales d'être plus juste dans la façon dont ils ont à traiter ces questions. Alors, je vais essayer de ne pas revenir sur toutes ces questions, mais dire un mot de ce qu'est la situation du 18e. Et dire un mot de ce qu'est la situation du 18e, ça peut paraître paradoxal par rapport à la situation qu'on connaît aujourd'hui devant la mairie du 18e, mais c'est d'abord dire merci. Dire merci, bien sûr, à mes équipes qui, depuis septembre dernier, pas depuis avril dernier,
mais qui depuis septembre dernier, autour de Gérald et autour de mon directeur, maintenant de ma directrice de cabinet, ont quasiment tous les jours travaillé sur cette question. C'est dire merci aux équipes de la maire de Paris, qui, elles aussi, dans la limite de leurs compétences, se sont extrêmement mobilisées pour aller chercher les solutions que, bien sûr, nous ne trouverons pas dans le 18e ou dans le seul 18e. C'est aussi dire merci aux services de l'État, de la préfecture de région, de la préfecture de police. C'est vrai qu'on apprend en marchant et un certain nombre d'interventions n'auraient pas dû avoir lieu. D'autres, heureusement, ont eu lieu et ont permis de mettre à l'abri 1450 personnes qui étaient dans le 18e. C'est pas rien, 1450 personnes qui étaient dans le 18e. On dit 80 000 accueils en Allemagne, 24 000 en France. Le 18e, c'est donc à ce stade 5%. Le territoire du 18e ne représente évidemment pas 5%, ni de la population, ni de la superficie du 18e. Et donc on a trouvé ces solutions pour 1450 personnes. Pas pour toutes. Et d'abord, Gérald Briand l'a dit, pas pour celles qui sont aujourd'hui dans les conditions que l'on sait à Austerlitz. Et moi aussi, j'espère et j'ai de bonnes raisons de croire que ces situations pourraient évoluer, notamment parce que la justice a rendu une décision vendredi dernier. Mais c'est un remerciement que je leur adresse à mes équipes et à toutes ces équipes, parce que parfois à bas bruit, c'est aussi parfois à bas bruit qu'on règle les problèmes. Parfois discrètement, mais tous les jours, week-end inclus, elles ont, Gérald a travaillé pour essayer d'être conforme à nos principes et puis face à nos responsabilités. Et je vous le dis, moi je ne pensais pas, quand vous m'avez élu maire du 18e, avoir à faire face à cette problématique. Et personne ici, je crois, n'imaginait avoir à faire face à cette problématique dans cette ampleur. Qu'avons-nous fait ? D'abord, nous avons essayé de trouver, avec les services de l'État, des solutions d'hébergement, de relogement. Puis on a essayé de ne pas instrumentaliser ces questions. Parce que, et je crois que la tonalité du débat ici le démontre, le pire qu'on puisse faire, c'est pas de vouloir aider, ça c'est bien. C'est pas de donner un coup de main, ça c'est formidable. C'est d'instrumentaliser ces questions. Et il y a quelque chose qui a changé ces dernières semaines et qui, moi, me donne de l'espoir, y compris pour le 18e. Ce qui a changé ces dernières semaines, c'est pas tellement, je crois, l'attitude de l'opinion publique. Moi, je l'ai vu dans le 18e, la solidarité des habitants. De ceux qui, pendant très longtemps, et là aussi en toute discrétion, sous le pont du métro aérien, ont permis aux services, à Emmaüs et aux services de la ville, de faire en sorte que les conditions soient les moins déplorables possibles, et elles étaient déplorables, ces conditions. Mais ils étaient là, les habitants du 18e, associatifs ou non, les paroissiens, les voisins, et ils ont été là pendant toute cette période, ils seront encore là. Et donc les habitants du 18e, ils ont fait face, et ils ont été solidaires. Et ce qui a changé, c'est l'engagement des autres collectivités. Et moi, je rappelle les communiqués qui ont été ceux d'un certain nombre de maires de banlieue, quand nous avons réalisé la première opération de mise à l'abri, qui était celui du métro aérien de La Chapelle. Rappelez-vous ce qui était dit à l'époque, à quel point il était scandaleux que Paris déverse dans leur commune toute la misère du monde. Rappelez-vous de la violence à laquelle nous avons eu collectivement à faire face quand nous avons, plutôt la préfecture de région, a pris la décision de mobiliser des moyens ailleurs qu'à Paris pour héberger plus de 400 personnes. Elles étaient d'une violence inouïe. Et elles sont écrites, on a les traces, on peut rappeler aux maires en question quels étaient leurs propos. Et ça a un peu changé. Et on voit que maintenant, chacun essaye de mobiliser les moyens qu'il a. J'étais samedi à la réunion qui a été convoquée par le ministre de l'Intérieur avec les maires de toute la France pour travailler sur ces questions. Il a été rappelé d'ailleurs un certain nombre d'engagements nouveaux de l'État, et je m'en réjouis. Parce que, là encore, on peut reprocher beaucoup de choses à l'État, on peut aussi reconnaître l'ampleur du travail qui est le sien et des soutiens qu'il veut, à la fois en termes de logistique, mais aussi financiers, attribués aux collectivités qui feront cet effort. Et toutes celles qui l'ont déjà fait, je crois, ont eu la démonstration que l'opinion publique était parfois plus en avance, que l'impression des habitants était parfois en avance sur ce qu'eux pouvaient l'imaginer. Voilà pourquoi j'ai bon espoir que parfois il est aussi bon de travailler dans la discrétion et parfois il est aussi bon de prendre un peu de temps, mais j'ai bon espoir qu'une solution puisse être trouvée rapidement dans le 18e, mais toutes les solutions ne pourront pas venir du 18e.
Et le 18e ne pourra pas seul être le lieu de ralliement sur l'espace public de tous ceux qui ont des besoins. Voilà pourquoi nous faisons le vœu qui a été présenté par Gérald, de faire en sorte que nous puissions mieux organiser au fond les moyens qui sont mobilisés. Ils sont mobilisés pour l'accueil des réfugiés, dans le 18e bien sûr, mais à l'échelle de la métropole, à l'échelle de la France entière. De rappeler que d'ores et déjà, on a beaucoup cherché dans le domaine intercalaire de la ville, y compris dans le 18e, des places supplémentaires. On a poussé les murs. On a poussé les murs au centre Championnet, on a poussé les murs à la boulangerie. Alors, ce n'est pas des conditions formidables, hein, mais on a poussé les murs. Il faudra qu'on continue de pousser les murs. Mais il y a quelque chose qui a changé. Et ça, c'est l'essentiel pour moi. On n'est plus seul. On l'a été seul. Nous, pas la mairie d'arrondissement, mais nous les Parisiens et nous les structures de l'État à Paris. On ne l'est plus. Et je crois que c'est une évolution extrêmement positive. On va voir comment les choses s'organisent parce que l'organisation, c'est toujours un peu long. Mais en tout cas, on n'est plus seul. Et je pense que dans ces nouvelles conditions, on devrait pouvoir arriver, dans le 18e, à connaître moins de ces situations particulièrement douloureuses pour les gens qui qui sont accueillis en France dans des conditions effectivement indignes, et puis par tous ceux qui donnent beaucoup de leur énergie et de leur temps à essayer de leur porter secours, et c'est le cas, ça a été le cas et c'est le cas dans tous les campements, et puis bien sûr pour tous ceux qui ont à être confrontés sur l'espace public à une occupation qui ne devrait pas être celle qu'elle est si nous étions capables d'accueillir dans les conditions qu'il se doit, et je crois qu'aujourd'hui nous sommes en mesure de le devenir. Voilà pourquoi je vous appelle bien sûr à voter le vœu qui a été présenté par Gérald Briand. Oui, juste quelques mots de complément parce que beaucoup de choses ont été dites. Juste par rapport au débat sur la question que pose M. Bournazel de faire le tri. Il y aurait des réfugiés et des migrants. Moi, l'expérience, mais bon, après, j'invite aussi M. Bournazel à aller rencontrer les réfugiés, ou ceux qu'il appelle les migrants, et il s'avérera vite qu'en discutant avec eux, on a des gens qui viennent de Somalie, qui viennent d'Érythrée, qui viennent des pays où, d'une manière ou d'une autre, ils sont en danger. Ils sont en danger et le droit d'asile s'applique. Il n'y a pas un droit d'asile qui est différent. C'est le droit d'asile, c'est un droit qui est international. Donc voilà, il s'applique. Et donc essayer un distinguo comme une certaine partie de la droite essaye de le faire en disant voilà, il y aurait des migrants économiques qui eux il faudrait chasser. Et ensuite, les réfugiés qu'il faudrait prendre, mais enfin, il faudrait prendre tout en faisant qu'ils restent en Libye, ou etc., me paraît en dehors du réel. Donc moi, j'invite à qu'il aille rencontrer et qu'il aille discuter. Je dis aussi une chose sur Daesh et sur les solutions, il faut bombarder Daesh, tout ça. Bon, moi, je dis quand même que l'expérience que j'ai, c'est qu'en faisant des conflits type celui de la Libye, on a plutôt produit des dérèglements qu'autre chose. Alors on pourra dire, je ne suis pas un spécialiste de géopolitique, mais aujourd'hui, d'une certaine manière, ce qui s'est passé en Libye a de toute façon provoqué des situations. Mais je dis ça parce que, évidemment, je peux aussi faire le même reproche, je dirais, sur la situation au Mali, à mon avis, n'a pas non plus arrangé les choses. Bon, sous un autre gouvernement, comme ça, prenons les choses. Mais bon, voilà. Et puis, en plus sur Daesh, entre parenthèses, au début, Daesh n'était pas si antipathique que ça. Parmi, si on a un petit peu de mémoire par rapport au conflit syrien, au début du conflit, mais bon, je vous invite à, évidemment, vous plonger dans l'histoire qui n'est pas si ancienne que ça. Mais restons dans ça, parce que je pense que ce n'est pas l'objet, évidemment, du débat, mais comme il fallait un petit peu répondre. Juste pour dire qu'aujourd'hui, je veux dire aussi, vous avez le campement, évidemment, de la mairie, mais vous avez d'autres campements dans le 18e arrondissement et qui sont tout aussi urgents, c'est-à-dire que la pluie, elle tombe aussi sur ces campements-là et sur ces gens-là. Vous avez aujourd'hui les Syriens qui sont à la porte de Saint-Ouen, un campement de Syriens qui régulièrement bouge parce que c'est des gens qui ne restent pas, qui est venu ici du côté de porte de Saint-Ouen parce que Saint-Ouen les a chassés, hein, disons aussi la vérité. Hein, charmant maire de l'UDI a fait ce qu'il fallait. Donc c'est nous aussi qui gérons d'une certaine manière à Saint-Ouen et qu'aujourd'hui Saint-Ouen c'est devenu la porte d'entrée
pour une partie des Syriens. Vous avez le campement Rome aujourd'hui, pareil. Ce sont aussi, bon là ils sont communauté européenne, mais c'est aussi des gens sur lesquels il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions d'hébergement pérennes. Donc vous voyez, on a toute une série aujourd'hui de choses, parce qu'on est aussi un arrondissement de 205 000 habitants où il y a... Voilà. C'est pas pour ajouter, c'est pour ça que j'ai bien entendu ce que disait Gala en espérant qu'on allait régler la situation. Mais moi, l'expérience me dit qu'il y a encore du boulot et de toute façon, il faut se mettre à prévoir. C'est pour ça que, d'une certaine manière, ce qu'on porte et ce qui me paraît intéressant sur le vœu, et c'est un vœu qui est fait en conjoint avec l'exécutif municipal, c'est-à-dire que l'idée maintenant, c'est qu'il y ait des vrais SAS pour pouvoir avoir l'égalité de chance quand on arrive sur le territoire français. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que quelqu'un puisse, en disant voilà, je passe par un passeur qui va me dire c'est plutôt dans ce coin-là de la ville que ça va aller plus vite pour moi. Mais aujourd'hui, il faut qu'il y ait une file active qui se crée, des SAS et des accueils et des guichets pour accélérer administrativement. On ne peut plus attendre les 4 mois qu'on fait pour aujourd'hui pouvoir commencer des démarches sur le droit d'asile. Et ces SAS-là qui vont se créer, qui vont permettre aujourd'hui qu'il n'y ait pas un peu une course à comment ça va être le plus rapide pour moi pour régler, et que tout le monde puisse être égalité dans ses accès aux droits. Donc je pense qu'on est sur la bonne solution, mais bon voilà, vous avez compris que je ne suis pas d'un optimiste délirant, parce que je sais que ça va être difficile encore, et on va encore dans les prochains conseils d'arrondissement en parler et faire le point et se dire où on en est. Et voilà, ça sera un des sujets récurrents de nos conseils. Il faut être optimiste, et puis il faut avoir aussi un peu d'humilité sur la réalité de ce qu'on vit et de la capacité des institutions diverses à y faire face. Daniel Vaillant me soufflait, j'ai oublié de répondre à une des questions qui a été posée par Pierre-Yves Bournazel, qui concerne la chasse absolument indispensable et légitime contre les passeurs, même si on sait bien qu'à chaque passeur ou à chaque groupe de passeurs arrêtés, un autre se substitue immédiatement, mais c'est un sujet de morale que de parvenir à lutter contre les passeurs. Le ministre de l'Intérieur, à la réunion à laquelle je participais samedi, a donné des chiffres que je n'ai pas retenus, mais qui démontrent qu'on a multiplié par plus de 4 depuis le début de l'année le nombre de filières de passeurs qui sont arrêtés. On est à plusieurs centaines, et c'est un travail quotidien qui continue, y compris d'ailleurs dans le 18e, puisque chacun a pu avoir des informations sur un certain nombre de commerces qui ont dû être fermés. Et je crois qu'il vaut mieux que j'en dise pas plus. Et donc, bien sûr, c'est un élément essentiel sur lequel on doit travailler. Je vous propose qu'on passe au vœu. Oui, allez-y. Bon, sur le vœu, il y a 2 sujets, parce qu'il est dit de façon inconditionnelle. Je trouve regrettable qu'on dise de façon inconditionnelle, parce que généralement, les choses ne se décident pas de manière inconditionnelle. Et ensuite, il est dit des réfugiés demandeurs d'asile ou non. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Cela veut dire que, de la même façon, vont être traitées des personnes qui peuvent venir effectivement d'Érythrée et de Syrie qui fuient la guerre, et des personnes qui, eux, ne fuient pas la guerre et qui peuvent être des migrants économiques. Or, ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas la même urgence. C'est pas la même urgence. Il est dit demandeur d'asile ou non. Donc quelqu'un qui n'est pas demandeur d'asile. Finit son intervention. Pour moi, trop général, trop flou pour pouvoir le voter, puisqu'à ce moment-là, cela veut dire que n'importe quelle personne qui viendrait sur le territoire national devrait être prioritaire. C'est pas assez précis. C'est pas assez précis. Je vais essayer d'apporter les précisions qui manquent peut-être à la rédaction, mais je crois qu'elles manquent. Ouais, je pense qu'elles ne manquent pas tant que ça. Le premier considérant explique bien de quoi il s'agit. Il s'agit de l'afflux de réfugiés aux portes de l'Europe fuyant leur pays en conflit, et un afflux inédit. Et on parle bien d'accueillir les réfugiés dignement et de façon inconditionnelle, c'est-à-dire exactement ce que le ministre de l'Intérieur a exprimé lui-même, c'est-à-dire qu'on ne trie pas entre les réfugiés. Les réfugiés sont ceux qui ont à demander le droit d'asile. Pourquoi avons-nous mis demandeurs du droit d'asile ou pas? Tout simplement parce qu'il y a différents pays européens qui traitent les demandes d'asile, et que le parcours des migrants peut inclure un passage par la France, mais pas un arrêt en France. Et donc il y a des personnes sur l'espace public qui sont des réfugiés, qui sont des demandeurs d'asile
potentiellement en Europe, mais qui ne le demandent pas en France et qu'il convient de ne pas non plus laisser sur l'espace public. Et qui peut-être d'ailleurs, s'ils n'étaient pas sur l'espace public, deviendraient des demandeurs d'asile en France. Voilà le sens, les quelques précisions que je pouvais apporter. Alors, Pascal Julien a lui aussi demandé la parole, et puis après on va passer au vote et puis au reste de l'ordre du jour. Pascal Julien. Non, mais juste pour dire que on accueille d'abord et on examine les cas individuels après. C'est tout simple. C'est pour ça qu'on accueille de manière inconditionnelle. Si vous ne mettez pas le mot inconditionnel, ça veut dire que vous rejetez tout le monde, vous fermez la frontière, vous accueillez qui si ce n'est pas conditionnel? Les gens, ils entrent, effectivement, ils entrent sans demander la permission, ça je vous l'accorde. Et ils sont là, ils nous disent qu'ils sont réfugiés. Eh bien, a priori, on fait confiance, on accueille, après on examine, et je vais faire un détail de la procédure, je m'étonne que vous ne la connaissiez pas. Ensuite, eh bien, chacun suivra son destin en fonction de la catégorie dans laquelle il appartient objectivement. Voilà. Maintenant, puisque j'ai la parole, juste pour dire que dans ce débat, je trouve que le gouvernement s'en sort quand même plutôt bien, parce que, je veux dire, c'est quand même lui qui a, plus que nous, plus que la mairie de Paris, qui fait ce qu'elle peut, même si elle pourrait faire plus, mais elle fait quand même beaucoup. Moi, j'entends les promesses, mais j'attends les actes. On n'arrête pas de nous dire, on pousse les murs. Moi, je veux bien aller pousser le mur derrière moi, pas pousser grand-chose. Je veux dire, le nombre de mètres carrés, c'est le même dans les centres d'accueil. Il n'a pas bougé, le nombre de mètres carrés. Alors, il n'y a pas de création. Ça, c'est un vrai problème. Il y a simplement, on prend des places d'hiver et on les met pour les demandeurs d'asile. On prend des places de SDF, on les met aux demandeurs d'asile. On prend les places d'un centre qui était destiné aux autistes et on le met pour les demandeurs d'asile. Jean Carré, il y avait un projet très utile, extrêmement utile, qui est toujours utile, pour la population, y compris des enfants d'immigrés. Eh bien voilà, ça va être un centre d'asile, alors que la caserne qui avait été squattée, excusez-moi, là oui, j'aurais bien voulu que ce soit un centre de réfugiés plutôt qu'un centre de mode qui ne va pas apporter grand-chose de plus au rayonnement parisien. Et voilà, je trouve que c'est très gentil. Même nous, là, on fait des vœux, mais voilà, qu'est-ce que ça va? C'est bien, mais je veux dire, des actes. On a besoin d'actes, et ce gouvernement, il va chercher effectivement, je crois que ça a été dit, mais ça mérite d'être répété, c'est quand même étrange qu'il aille chercher en Allemagne des Irakiens et des Syriens, ce qui est très bien, mais que dans le même temps, les Soudanais et les Érythréens qui sont sur le trottoir, là, sur le parvis, en bas de la mairie, eux, rien, ils n'ont rien. Alors, comment voulez-vous être crédible quand on est ce gouvernement? Il n'est pas crédible là-dessus. Soit il fait tout, soit il procède de manière plus logique. Voilà, donc je veux simplement... Bien, on ne va pas reprendre le débat, mais je vous invite les uns et les autres à lire ou à écouter le discours du ministre de l'Intérieur qu'il a tenu samedi, et les actes qu'il a déjà commencé à entreprendre avec les collectivités, puisque les places qui ont été ouvertes, notamment pour ceux qui viennent d'Allemagne, dont je reconnais que moi-même je m'interroge sur la temporalité, mais enfin c'est la décision qui a été prise, sont dans des lieux qui n'étaient pas des centres d'hébergement, et nous-mêmes à Paris ouvrons des lieux qui n'étaient pas des centres d'hébergement liés à l'hiver. C'est vrai que nous avons poursuivi l'ouverture d'un certain nombre de lieux qui habituellement étaient fermés l'hiver, mais d'autres ont été ouverts, et c'est bien sûr des places supplémentaires par rapport aux places qui existait déjà. On ne va pas reprendre tout ce débat parce que sinon on n'en a pas fini. On va passer au vote sur le vœu qui vous a été distribué sur table. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Il est adopté et je vous en remercie.